Il était un peu plus de 2 heures du matin lorsqu'un agent de sécurité en patrouille de routine repéra une silhouette traversant calmement le hall d'un immeuble de bureaux. Rien dans sa démarche n'évoquait la panique ni la précipitation. Pourtant, quelques minutes plus tard, l'alarme silencieuse du bâtiment se déclenchait et les images de surveillance révélaient une scène presque trop parfaite. L'homme portait un manteau sombre, un sac discret et un calme déconcertant. On le voit passer devant les caméras, tourner les poignées de porte, entrer dans une pièce, puis ressortir comme s'il n'avait rien touché. Mais ce qui a suivi a laissé les enquêteurs perplexes. Malgré les angles clairs, la haute résolution et la durée de la séquence, il n'y avait aucune empreinte, aucune trace d'ADN, aucune preuve tangible qu'un être humain avait été là. Les techniciens ont vérifié chaque surface. Les experts ont analysé les poignées, les claviers, les objets déplacés. Rien, pas même une fibre de tissu, comme si l'homme n'avait jamais existé, ou s'il avait trouvé une manière de s'effacer du monde physique. Et plus inquiétant encore, personne ne semblait le reconnaître. Des dizaines de policiers ont revu les images. Ils ont zoomé, ralenti, comparé avec des bases de données. Aucun visage correspondant, aucun signalement, aucune plainte, aucun lien. Le visage est visible, les traits sont nets. Mais il reste un inconnu total. Un homme sans nom, sans passé, sans empreinte. C'est cette contradiction qui a transformé un simple cambriolage en mystère national. Comment quelqu'un peut-il être vu si clairement et pourtant rester totalement introuvable ? La question hante toujours ceux qui ont travaillé sur l'affaire. Certains parlent d'un professionnel hors norme. D'autres murmurent des hypothèses plus troublantes sur des identités effacées ou des existences parallèles. Mais rien, absolument rien, n'a jamais été confirmé. L'homme ne semblait pas voler par besoin. Il n'a pas pris d'argent, ni d'objets de grande valeur. Juste un disque dur. Et c'est peut-être là que réside la clé. Pas dans ce qu'il a pris, mais dans ce qu'il savait. Car ce qu'on ne voit pas dans les images, ce sont les raisons qui l'ont mené ici. Et parfois, le plus dangereux n'est pas ce que l'on fait, mais ce que l'on cherche à faire disparaître. Ce soir-là, un homme est entré. Mais au lever du jour, ce n'était pas seulement un bâtiment vide qui restait derrière lui, c'était un vide beaucoup plus profond, celui laissé par une présence impossible à nommer. Lorsque les premières unités de police sont arrivées sur place, elles s'attendaient à un scénario classique. Une effraction, quelques traces, peut-être une alarme désactivée à la hâte. Mais à leur grande surprise, tout semblait intact. Les portes n'étaient pas forcées. Les fenêtres étaient fermées de l'intérieur. Aucun signe de lutte, aucun désordre apparent. Et pourtant, quelque chose clochait. Ce n'était pas ce qu'ils voyaient qui les inquiétait. C'était ce qu'ils ne voyaient pas. Le personnel de nettoyage, interrogé sur place, n'avait rien remarqué d'inhabituel. Les bureaux étaient restés silencieux toute la nuit. Pourtant, les enregistrements confirmaient qu'un individu avait bel et bien pénétré les lieux, resté environ 7 minutes, puis reparti par où il était venu. Pas un mot, pas un bruit. Juste cette présence silencieuse qui avait traversé le bâtiment comme une brise d'hiver. Les enquêteurs ont minutieusement inspecté chaque pièce. Ils ont cherché les traces habituelles, semelles sur le sol, marques sur les poignées, empreintes sur les claviers ou les interrupteurs. Mais il n'y avait rien, pas même une trace thermique résiduelle. L'homme avait agi avec une précision presque inhumaine. Certains commençaient déjà à murmurer qu'il s'agissait peut-être d'un ancien agent entraîné ou d'un professionnel hors pair. Mais même les professionnels laissent quelque chose derrière eux. La scène laissait un étrange sentiment de vide, comme si l'espace avait été utilisé, mais sans être réellement occupé. Un détective déclara plus tard que c'était la première fois qu'il ressentait la sensation de poursuivre une ombre. Une ombre parfaitement visible sur les écrans, mais complètement absente dans le monde réel. Et cette contradiction allait devenir l'obsession de toute une brigade. C'est à ce moment que les agents, en manque d'indices tangibles, se sont tournés vers la seule chose que le visiteur avait emportée, un simple disque dur. Il se trouvait dans une armoire verrouillée par code qui avait été ouverte sans trace de forçage. Là encore, aucune empreinte, aucune marque. Le code, pourtant changé toutes les 2 semaines, avait été saisi avec exactitude.
une connaissance intérieure, une fuite d'informations ou quelque chose de plus inquiétant encore. La présence invisible avait visé un seul objet. Rien d'autre n'avait été touché, comme si tout le reste n'avait aucune importance. Et c'est à partir de ce détail que l'enquête allait basculer dans une autre dimension. Le disque dur volé n'était pas de grande capacité. Il ne contenait ni données bancaires, ni informations sensibles apparentes, selon les premières vérifications internes. Pourtant, il avait été soigneusement isolé dans une armoire sécurisée, loin des serveurs classiques. Ce simple fait éveilla la méfiance des enquêteurs. Pourquoi quelqu'un se donnerait-il autant de mal pour récupérer un objet dont la valeur semblait presque négligeable ? En fouillant les archives de l'entreprise, ils découvrent que ce disque avait appartenu à un ancien service, aujourd'hui dissous. Un département chargé autrefois de la gestion des audits internes. Des rapports anciens, des communications entre dirigeants, des schémas de décision stratégiques remontant à plus de 10 ans. Rien de classé confidentiel, mais rien de destiné à voir la lumière non plus. L'un des agents en charge, un inspecteur méthodique, fit remarquer que le vol ne concernait peut-être pas le contenu du disque, mais les implications de son existence. Ce qui avait été enregistré, sauvegardé, puis mis sous clé. Était-ce une tentative de couvrir des traces passées, une manière d'éliminer un maillon oublié d'une chaîne plus vaste ? À ce stade, les enquêteurs ne savaient plus s'ils poursuivaient un cambrioleur ou un nettoyeur de mémoire. Mais plus déroutant encore était le profil inexistant de l'homme filmé. L'image de son visage net a été envoyée à travers tout le pays. Les bases de données des permis, des archives judiciaires, des dossiers médicaux, aucune correspondance. C'était comme chercher le vent dans un champ ouvert. Même les systèmes de reconnaissance faciale internationale restaient muets. Pas de voyage, pas d'emploi, pas de domicile connu. Ils n'avaient, pour ainsi dire, jamais été enregistrés. Le grand public, avide de mystère, s'empara rapidement de l'affaire. Des forums de discussion, des podcasts, des vidéos analysant image par image les gestes de l'homme en question. Chacun y allait de sa théorie. Un ancien militaire, un espion, un maître du déguisement. L'affaire, rebaptisée par les médias « l'homme sans empreinte », devenait virale. Et pourtant, chaque regard posé sur l'enregistrement ne faisait qu'épaissir le brouillard. Alors que la pression médiatique augmentait, la police savait qu'elle avait peu de temps. Il fallait trouver une faille, une erreur, une trace, même minime. Car malgré son silence, cet homme avait laissé un message sans mots, mais chargé de sens. Alors que l'équipe d'enquête s'enlisait dans l'absence totale d'indices, un inspecteur d'expérience, aujourd'hui relégué aux archives, se remémora un vieux dossier oublié. Un cambriolage similaire survenu en 2002, dans un autre arrondissement de Paris. Le souvenir était flou, mais il y avait cette sensation persistante de déjà-vu. Le mode opératoire, la durée de l'intrusion, l'absence de preuves, tout concordait. Les archives papier de l'époque étaient poussiéreuses, dégradées par le temps. Mais après plusieurs heures de recherche, une image en noir et blanc fut retrouvée, capturée par une caméra analogique. La résolution était médiocre, mais les traits évoquaient quelque chose. L'allure générale, la silhouette, la posture, l'ombre d'une même présence, séparée par 2 décennies. L'équipe compara les vidéos anciennes et récentes. Les angles de déplacement, la façon de contourner les caméras, de manipuler les objets sans y toucher. Tout semblait appartenir à un même style, une signature. Mais qui pourrait reproduire exactement les mêmes gestes après tant d'années? Était-ce le même homme ou un imitateur méticuleux? Un détail troubla davantage les enquêteurs. Le disque dur dérobé en 2002, celui du premier dossier, avait lui aussi été prélevé d'un service d'audit interne, stocké dans une armoire protégée par code. Aucune communication entre les 2 entreprises, aucun lien formel. Et pourtant, le motif semblait identique. Un acte isolé, silencieux, ciblant toujours un élément oublié, mais jamais anodin. Ce lien inattendu transforma le dossier en affaire d'État. 2 lieux, 2 décennies, un même mode opératoire.
le parquet autorisa des investigations plus profondes, incluant les anciens employés des deux entreprises. Mais là encore, un silence étrange semblait planer. Plusieurs anciens cadres étaient décédés, d'autres introuvables, et certains refusaient tout simplement de coopérer, comme si une chape invisible recouvrait ces souvenirs. Un analyste, en observant les deux vidéos côte à côte, émit une hypothèse glaçante. Peut-être que ces visites n'étaient pas des crimes. Peut-être que l'homme ne cherchait pas à voler, mais à effacer. Effacer des morceaux d'histoire, de mémoire, de preuves. Et dans ce cas, la vraie question n'était plus qui est-il, mais pour qui agit-il? À ce stade, la police comprit que le mystère ne faisait que commencer. Car lorsqu'un inconnu traverse les décennies sans laisser de traces, c'est peut-être parce qu'il a toujours été là. Alors que les spéculations se multipliaient, un détail minuscule, presque invisible à l'œil nu, allait projeter l'affaire dans une nouvelle direction. Lors d'une analyse image par image, un technicien remarqua un symbole discret sur la manche du manteau de l'inconnu. Un simple motif, brodé en fil sombre, difficilement perceptible même en zoomant. Ce qui semblait d'abord anodin s'avéra être une piste inattendue. Après quelques recherches croisées, le symbole fut identifié comme appartenant à une ancienne société de sécurité privée. Une entreprise discrète, aujourd'hui dissoute, qui avait opéré au début des années 2000 dans le domaine de la surveillance électronique. Et parmi ses clients figuraient justement les deux bâtiments ciblés dans les affaires de 2002 et 2023. Cette découverte fit frissonner l'équipe d'enquête. La coïncidence semblait désormais impossible. En consultant les anciens contrats et rapports de maintenance, ils tombèrent sur une série de noms oubliés. Agents, techniciens, sous-traitants. Mais les données étaient parcellaires, parfois effacées. Certains fichiers avaient été supprimés du système quelques jours avant la dernière intrusion. D'autres étaient tout simplement inaccessibles. L'un des enquêteurs fit remarquer que tout cela ressemblait à un effacement coordonné. Pas une négligence administrative, mais une action délibérée, planifiée. Quelqu'un, quelque part, voulait que ces traces disparaissent. Et s'il y avait bien une chose que les intrusions avaient en commun, c'était le silence après le passage. Comme si, au-delà du vol, il s'agissait d'un rituel d'effacement. Face à ces nouvelles informations, l'équipe reprit l'interrogatoire des anciens employés de la société de sécurité. Beaucoup n'avaient plus aucun souvenir précis. Certains étaient partis vivre à l'étranger. D'autres, visiblement mal à l'aise, refusaient de répondre à des questions pourtant simples. À croire que le simple nom de l'entreprise réveillait des zones d'ombre encore actives. Ce flou persistait, mais un sentiment commençait à émerger. Et si cet homme n'était pas un individu isolé? Et si ses actes n'étaient qu'une partie d'un système plus vaste? Une mécanique ancienne, invisible, capable de traverser les années sans alerte ni trace. Plus le dossier avançait, plus les contours du mystère semblaient s'effacer volontairement. Mais ce qui attendait les enquêteurs allait encore plus loin. Car lorsqu'on croit avoir touché le fond d'un labyrinthe, on découvre parfois qu'il ne fait que commencer à descendre. Pour essayer de percer la surface de ce labyrinthe, les enquêteurs firent appel à un analyste spécialisé dans les structures clandestines. Un ancien consultant en cybersécurité, habitué aux réseaux dormants et aux comportements délibérément opaques. Son premier constat fut troublant. L'intrus ne laissait aucune empreinte numérique, mais sa méthode suggérait une discipline extrême. Ce n'était pas un amateur, ce n'était peut-être même pas un homme agissant pour son propre compte. L'idée d'une organisation émergea peu à peu, une entité silencieuse, opérant dans l'ombre, capable de manipuler des données, de contourner des systèmes de sécurité et de disparaître comme un souffle. Le symbole sur la manche, le choix des cibles, la précision des gestes, tout indiquait une connaissance profonde, presque intime, des lieux et de leurs mémoires oubliées. En remontant la piste de la société de sécurité, l'équipe découvrit une autre anomalie. Une série de bâtiments, dans d'autres villes françaises, avaient connu des incidents similaires au fil des ans. Toujours discrets, jamais résolus, souvent classés comme panne technique ou perte inexpliquée de données. Et dans presque tous les cas, un disque dur manquant.
Le même schéma, les mêmes silences. Une carte fut dressée. Un fil rouge reliait les événements, traçant une ligne invisible à travers le pays. L'enquête, autrefois locale, devenait nationale. Mais plus elle s'étendait, plus elle semblait échapper à toute logique policière. Il n'y avait pas de revendication, pas de message, pas de motif apparent. Seulement cette répétition calme et méthodique, comme une mémoire qui se corrige elle-même. Les forces de l'ordre commencèrent à se diviser. Certains pensaient encore à un ancien agent isolé, animé par une mission personnelle. D'autres parlaient d'une cellule fantôme, héritée d'un ancien appareil d'État dissous, qui aurait poursuivi son travail en marge des institutions, une idée dérangeante mais plausible. Car qui d'autre pourrait naviguer avec autant de facilité dans des systèmes aussi verrouillés? Mais au milieu de ces hypothèses, une vérité dérangeante se formait lentement. Peut-être que ce n'était pas l'homme que l'on devait craindre, mais le silence qui l'emportait avec lui. Un silence lourd, calculé, qui semblait dévorer les souvenirs là où il passait. Et c'est dans ce vide volontaire que les enquêteurs allaient bientôt tomber sur un visage. Un visage du passé dont l'histoire allait tout remettre en question. En examinant des fichiers papiers oubliés, un inspecteur tomba sur un nom presque effacé par le temps. Marc Verneuil, ancien technicien de maintenance dans la société de sécurité dissoute, affecté dans les années 2000 au bâtiment ciblé lors du premier incident. Une photo vieillie était agrafée au dossier, et ce fut un choc. Les traits étaient différents, mais quelque chose dans le regard, la posture, l'ossature, évoquait la silhouette filmée 20 ans plus tard. Le dossier indiquait que Marc avait brusquement quitté son poste en 2003, sans préavis. Aucune explication officielle, aucun suivi, aucune plainte, juste une absence. Les archives de sécurité sociale montraient qu'il n'avait plus jamais cotisé nulle part après cette date. Pas de compte bancaire actif, pas de certificat de décès, pas d'adresse connue. Comme s'il s'était dissous dans l'air. Les enquêteurs se rendirent à la dernière adresse connue, une maison modeste en périphérie, aujourd'hui inhabitée. Les volets étaient clos, le jardin envahi par les mauvaises herbes. À l'intérieur, la poussière recouvrait tout, mais certains éléments étaient restés étrangement intacts. Une table sans chaise, un miroir sans reflet apparent, des carnets vides, soigneusement empilés, rien d'incriminant. Mais un malaise indéfinissable planait dans chaque pièce. Le voisinage se souvenait à peine de lui. Un homme calme, un peu distant, disaient certains. Toujours seul, répétaient d'autres. Mais personne n'avait noté son départ. Personne ne s'était vraiment interrogé sur son absence, comme si son silence avait toujours fait partie du décor. Ce fut à cet instant que l'enquête bascula vers une interrogation plus profonde. Était-il vraiment parti ? Ou n'avait-il jamais cessé d'être là? Autrement, les dossiers administratifs furent réexaminés, et une autre étrangeté surgit. Plusieurs documents associés à Marc Verneuil portaient des dates incohérentes. Une signature sur un document de 2001 apparaissait aussi, identique, sur un papier daté de 2016. Impossible, disaient des analystes. Et pourtant, l'écriture était la même. Le style, la pression, la légère inclinaison de la lettre V. Était-ce une falsification ou une présence qui revenait par fragments dans les marges du système? Cette piste perturbante, pourtant la plus tangible depuis le début, soulevait une nouvelle question. Si Marc Verneuil était bien l'homme filmé, que voulait-il effacer? Et pourquoi avoir attendu si longtemps pour revenir? Les enquêteurs sentaient qu'ils approchèrent de quelque chose. Mais ce qu'ils allaient découvrir ensuite allait les forcer à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'oubli. Face à ces éléments troublants, l'équipe fit appel à un profileur, un spécialiste du comportement humain. Après avoir analysé en détail les vidéos, les traces laissées, ou plutôt celles effacées, et les données fragmentaires autour de Marc Verneuil, il traça le profil d'un individu en retrait du monde, mais doté d'un sens du contrôle absolu. Quelqu'un pour qui la moindre trace est une faiblesse. Un homme pour qui l'oubli est une stratégie, pas une conséquence. Le profiler affirma quelque chose d'inattendu. L'inconnu ne cherchait pas seulement à ne pas être vu. Il cherchait à se désinscrire, à se soustraire au récit collectif.
Ces actes n'étaient pas dictés par la peur d'être identifiés, mais par le besoin de disparaître intentionnellement de tous les systèmes, de toutes les mémoires. Et à travers cela, il effaçait aussi les éléments liés à lui, les bâtiments, les données, les archives, comme s'il nettoyait derrière lui chaque pas accompli. Cette théorie dérangea profondément les enquêteurs, car elle impliquait que les effractions n'étaient que des manifestations visibles d'un processus plus vaste, plus ancien. Un processus d'effacement existentiel. Et si tel était le cas, jusqu'où remontaient ces pas? Était-il intervenu ailleurs? D'autres incidents classés, d'autres disparitions administratives? Le champ des possibles s'élargissait dangereusement. En reprenant les rapports d'investigation de bâtiments similaires, on découvrit des anomalies dans les enregistrements de sécurité de certaines entreprises dissoutes. Dans plusieurs cas, les disques manquants n'avaient jamais été signalés. Ou bien, les incidents avaient été attribués à des erreurs techniques, à croire que le système lui-même avait coopéré avec sa disparition, involontairement ou pas. Plus le dossier avançait, plus les policiers avaient l'impression de ne pas traquer un homme, mais une idée, un fantôme administratif, un effaceur d'existence, quelqu'un qui ne se contentait pas de vivre en dehors du radar, mais qui s'assurait que personne, jamais, ne puisse reconstituer le puzzle. Et si cette obsession de l'effacement était sa véritable motivation? Non pas cacher un crime, mais devenir absence. Non pas fuir, mais se retirer, totalement. C'est dans cette réflexion que l'un des enquêteurs formula une dernière hypothèse. Peut-être que Marc Verneuil n'était plus un homme, mais un mécanisme, une mémoire vivante de ce qui devait être oublié. Et si tel était le cas, la prochaine question à se poser n'était plus « où est-il ?» Mais que reste-t-il encore à effacer? Dans un dernier effort pour comprendre l'ampleur du phénomène, les enquêteurs décidèrent d'élargir leur champ. Et c'est en consultant une base de données européenne que surgit un nom associé à Marc Verneuil. Non pas comme personne physique, mais comme signataire d'un document classifié datant de 1998. Le problème, ce document provenait d'une agence gouvernementale étrangère et avait été scellé après une opération restée confidentielle. Le nom de Verneuil y apparaissait comme simple agent technique, sans fonction précisée. La découverte figea l'équipe. Si cet homme avait été impliqué, même indirectement, dans une opération d'État il y a plus de 2 décennies, cela expliquait peut-être son effacement, ou du moins pourquoi personne ne semblait vouloir qu'il réapparaisse. Mais alors, pourquoi revenir? Pourquoi agir maintenant, après tant d'années? Une nouvelle hypothèse prit forme. Et si ce qu'il cherchait à effacer, ce n'était pas seulement sa propre trace, mais les preuves d'une époque entière, des années enfouies, des erreurs couvertes, des dossiers verrouillés, et s'il était le dernier maillon d'une chaîne oubliée dont il avait hérité la charge de tout faire disparaître. Une enquête interne fut ouverte. Des demandes d'accès aux archives classées furent formulées, mais la majorité des réponses furent négatives ou inaccessibles pour raison de sécurité nationale. Les murs se refermaient à nouveau. Chaque nouvelle piste se heurtait à une impasse, comme si le simple fait de creuser plus loin menaçait un équilibre invisible. C'est à ce moment précis que la police décida de suspendre les investigations, officiellement, faute de preuves. Officieusement, parce que continuer risquait d'ouvrir des portes que personne ne souhaitait voir s'ouvrir. Le mystère demeura. Non pas parce qu'il ne pouvait être résolu, mais parce qu'il ne devait peut-être pas l'être. Et pourtant, pour les enquêteurs, une certitude demeurait. L'homme filmé n'était pas un voleur, ni un fugitif. Il était un gardien de l'oubli, un opérateur du silence. Son passage n'avait pas pour but de prendre, mais de retirer. D'enlever du monde ce qui n'aurait jamais dû y rester. Mais même face à cette ombre si parfaitement maîtrisée, une dernière question restait suspendue dans l'air. Peut-on vraiment disparaître sans jamais avoir existé? Le bâtiment est aujourd'hui vide. L'entreprise a depuis relocalisé ses bureaux et les couloirs que l'homme avait traversés sont désormais plongés dans un silence permanent. Mais pour ceux qui ont suivi l'affaire, ce lieu reste chargé d'un poids invisible. Non pas celui d'un crime, mais celui d'une énigme laissée en suspens.
Une absence qui continue de hanter, précisément parce qu'elle ne dit pas son nom. La vidéo de surveillance, désormais classée comme pièce à conviction, est visionnée encore et encore par les plus curieux. Chaque geste, chaque regard, chaque mouvement est disséqué, analysé. Certains affirment voir une hésitation, un message codé, une intention cachée dans la façon dont l'homme referme la porte derrière lui. D'autres n'y voient qu'un vide parfaitement maîtrisé, une chorégraphie du silence. Mais le plus déroutant, c'est ce que la vidéo ne montre pas. L'avant, l'après, l'origine, la destination. L'homme entre, l'homme sort. Et entre les deux, il ne prend rien que ce que personne ne surveillait vraiment. Comme s'il savait que l'essentiel se trouve souvent dans ce que l'on oublie, ou dans ce que l'on choisit de ne pas voir. Le dossier fut finalement clos, classé comme non résolu. Officiellement faute d'éléments, officieusement par fatigue. Par peur peut-être d'ouvrir une brèche plus large que le simple cambriolage d'un bureau. Mais pour ceux qui ont travaillé sur l'affaire, rien ne fut jamais vraiment terminé. Le silence de cet homme, sa capacité à traverser les systèmes sans laisser de traces, avait ébranlé leur conception même de la sécurité, de la mémoire et du réel. Et aujourd'hui encore, certains affirment que cette silhouette n'était pas un individu, mais un rappel. Un rappel que dans un monde saturé de données, de contrôle et de caméras, il reste des zones d'ombre, des lieux où le réel vacille, où les règles ne s'appliquent plus, et que parfois, le danger ne vient pas de ceux que l'on voit, mais de ceux que l'on oublie trop vite. Alors, si cette histoire vous a troublé, si elle a réveillé en vous des questions sans réponse, pensez à vous abonner à cette chaîne pour suivre d'autres récits tout aussi inexplicables. N'oubliez pas de laisser un like si ce mystère vous a captivé jusqu'au bout. Et surtout, dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'il est encore possible aujourd'hui de disparaître volontairement, sans laisser la moindre trace, ou est-ce que ce que nous avons vu n'a jamais vraiment été là ?